la distance entre deux collisions, on va appeler ça le libre parcours moyen. Alors en fait, il y en a plusieurs de libre parcours moyen, on va définir ça plus tard. Parce que libre parcours moyen, c'est en fait tout mettre dans un chiffre où on met tout dedans, libre parcours moyen élastique, enfin bon. On met tout dedans, puis on ne fait pas de distinction entre ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand même? On peut dire que si... On va faire simplement un nombre sans dimension pour essayer de voir un truc, ce que ça nous donne. On dit que le libre parcours moyen, c'est 1 sur n, qui est la densité électronique, fois le sigma, la section efficace totale. Alors pourquoi? Parce que le sigma total, vous savez ce que c'est simplement l'intégrale de sigma sur sigma de oméga d oméga. Donc c'est l'intégrale de la section efficace de collision dans un angle solide oméga d oméga. Et n, c'est la densité électronique. Donc en fait, quand on a multiplié n, la densité électronique, par la surface efficace de collision, d'accord, vous voyez que vous avez bien 1 sur n sigma total, 1 sur n sigma total, avec dimensionnel blanc, c'est bien homogène à une longueur. Ça, c'est clair. Donc en fait, ce truc-là, ça représente d'une certaine façon la longueur disponible pour l'électron pour se déplacer. Parce que s'il se déplace partout ailleurs, il va rencontrer une surface de diffusion. D'accord? Sigma oméga, c'est les surfaces de diffusion. On multiplie par n le nombre d'électrons. Donc en fait, toute cette surface-là, c'est des surfaces diffusantes. Et le seul chemin qui lui reste, c'est 1 sur n sigma total. Quand il n'y a que là qui ne va pas être diffusé. Ouais. Il y a une question. Là, c'est pour les collisions d'électrons à électrons. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de... Non, là, il n'y a pas de réseau. De toute façon, ce qu'on avait vu, c'est que le réseau, dans un système cristallin, le réseau ne crée pas de diffusion. À cause du théorème de... Bloch. Le théorème de Bloch vous dit que dans un système complètement périodique, on n'a pas de diffusion. Donc ça, c'est dû uniquement aux choses qui sortent du système périodique. Donc, ça, c'est de l'ordre de grandeur. Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est complètement juste. Je vous dis que c'est un ordre de grandeur. Alors, on va regarder, par exemple... Bon. On va prendre un gaz. Alors, un gaz, c'est plus parlant. On va regarder un gaz, puis après un solide, par exemple. Premier exemple, on va prendre un gaz. Donc on va prendre le gaz dans lequel on respire, le gaz qu'on respire, pardon. Et puis on va appliquer, comme quand on était petit, on dit que PV égale nRT. Ok. Donc la densité N, c'est PV sur RT. Donc P, c'est 10 puissance 5. Ok. Là, il faut que je multiplie par 6 10 puissance 23. Ça, c'est pour passer en nombre de molécules. Parce que sinon, dans Avogadro, vous l'avez en mol. D'accord? Donc, si je passe en nombre de molécules, il faut que je multiplie par le nombre d'Avogadro. Et je divise ici par R qui vaut 8 et T qui vaut 300. Et si je fais ça, je trouve un truc de l'ordre de 2 10 puissance 25. Molécules par mètre cube. Donc il y en a quand même pas mal, les molécules par mètre cube. Alors, la surface efficace, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça, c'est pas évident, on prend un peu au hasard. Alors, ce qu'on peut prendre,
ce qu'on prend en général, c'est quelque chose... bon, on va prendre le rayon moléculaire. Donc ça vient de la chimie. Donc le rayon moléculaire, c'est un truc qui est de l'ordre de 10-10. Okay. Alors, ne me demandez pas trop pourquoi ça vaut ça. En fait, je ne suis pas du tout un expert de ça. Ça, c'est un truc que je prends dans les bouquins de chimie. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que vous en savez plus que moi là-dessus. Enfin, l'ordre de grandeur n'est pas déconnant. C'est 1/10 de la distance interatomique. Donc, ça ne paraît pas bien. Dans un solide, si on était dans un solide, ça sera 1/10 de ça. Bon, ben on y va. Donc, finalement, on obtient que la surface, le L, est égal à 1 sur n sigma total. Donc vous obtenez un truc qui est de l'ordre de 300 nanomètres. Bon, alors, ce chiffre, encore une fois, il est complètement approximatif. Je ne vous dis pas du tout que c'est vrai. Par contre, l'ordre de grandeur y est. C'est-à-dire que vous avez quelques centaines de nanomètres dans un gaz. Ce qui n'est pas beaucoup. Il y a que dans un gaz, ça se tape beaucoup. Et un gaz aussi, il est assez vite ramené à l'équilibre. D'ailleurs, heureusement, parce que finalement, ce qu'on fait là, l'approximation du gaz parfait qu'on fait là, c'est aussi une approximation où vous avez des collisions binaires. Si vous avez des collisions ternaires avec 3 molécules, l'approximation du gaz parfait ne marche pas. Mais même dans un gaz dilué où vous avez cette approximation est vraie, où les molécules se tapent quand même tous les 300 nanomètres. Mais c'est grand par rapport au temps microscopique. Alors, si on prend une vitesse, donc si vous faites kT égale 1,5 de mv2 avec m qui va bien, vous trouvez une vitesse typique de 500 mètres par seconde. Donc ça, encore une fois, je ne vous dis pas du tout que c'est exact. C'est vraiment l'ordre de grandeur, quelques centaines de mètres par seconde. Vous allez trouver un temps caractéristique qui est, je trouve, 600 picosecondes. Donc ça, c'est vraiment pour un gaz. Donc ça, c'est les ordres de grandeur importants à avoir pour un gaz. Mais, dans un solide, on va essayer d'écrire avec ça après loin. Dans un solide, vous avez la longueur qui est plutôt égale à la dizaine de nanomètres, voire moins. Je dirais qu'elle est plutôt inférieure ou égale à la dizaine de nanomètres. Et le taux, alors ça dépend à quelle température, c'est ça le problème. Et le taux qui est de l'ordre de la picoseconde. Alors si vous êtes à température ambiante, c'est vrai que moi j'ai tendance à travailler à basse température, donc c'est pas du tout la référence absolue. Je dirais à l'ambiante, vous avez taux qui est de l'ordre, pardon, vous avez L qui est de l'ordre du nanomètre et taux qui est de l'ordre de la picoseconde. Ok. Donc vous avez typiquement 1 ou 2 ordres de grandeur. Ça peut être quelques picosecondes, 10 picosecondes, je ne sais pas, mais on en est quand même assez loin. Vous n'endormez pas. Alors, il y a une chose quand même qui est importante, c'est ces temps-là. Pourquoi c'est important ces trucs-là? Oula, je suis en train de faire des bêtises là. Pourquoi c'est important d'avoir ces temps-là en tête? C'est parce que concrètement, quand on vous parle de radiofréquence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'un électron soit perturbé à l'échelle de son temps caractéristique. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez un électron, quand il voyage entre 2 points A et B, l'électron, si pour lui rien n'a changé, pour lui c'est du continu. D'accord? Pour lui, ça devient alternatif quand entre le point A et le point B, la tension a changé. Ce que je veux dire, c'est que si vous imaginez un électron
On va prendre le problème très simple, simplement de 2 plaques, d'accord? Typiquement, vous prenez 2 plaques. Vous prenez 2 plaques ici, d'accord? Et j'ai un électron qui se promène entre les deux. Pour lui, la question, ça devient alternatif. Si au moment, là j'ai plus V, là j'ai moins V, la question c'est, je vais intervertir les deux. Je deviens alternatif au moment où pour l'électron, ça a changé sur un temps plus rapide que le temps qu'il a mis pour traverser. D'accord? Si le temps qu'il met à traverser est plus rapide que le temps que ça change, pour lui, il voit toujours la même chose. D'accord? Donc si ça change, mais pendant ce temps, il a fait 10 allers-retours, pour lui, c'est du continu. D'accord? Ça veut dire, par exemple, que quand vous mesurez du kilohertz, pour lui, c'est complètement continu, un électron. Il va tellement vite que pour lui, il a fait 10 millions d'allers-retours avant de voir que ça change. Pour lui, il en continue. Par contre, vous allez avoir des choses qui sont alternatives quand vous allez commencer à rentrer dans des régimes qui sont comparables au temps caractéristique du système. Parce que là, vous commencez à être dans des systèmes où l'électron, à l'échelle de ses mouvements à lui, vous pouvez commencer à changer des choses, des tensions, des choses comme ça. Les potentiels vont changer à l'échelle du mouvement des électrons. Et à ce moment-là, lui, effectivement, il part avec une tension comme ça, et il arrive, on lui a changé la tension. Donc pour lui, ça commence à être de l'alternative, ça. Et alors si vous regardez les temps qu'on met, alors ça dépend, bon, le picoseconde c'est rapide, hein, mais c'est quand même pas complètement faux. Ça veut dire que vous commencez à être dans le gigahertz, quelques gigahertz. Là, vous commencez à être dans des régimes alternatifs pour le système. Alors, encore une fois, c'est des ordres de grandeur. Il faut le raffiner parce que picoseconde, c'est quand même très rapide. C'est pas forcément exactement ce temps qui va compter. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour un système électronique, les temps sont très courts. Ça veut dire que les fréquences alternatives, qu'on s'appelle vraiment de l'alternatif, c'est dans le gigahertz. Okay. Dans le kilohertz, pour lui, c'est toujours des temps qui sont très longs. Et donc, vous êtes toujours dans un régime complètement continu. D'accord. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Quand vous faites en TP, quand vous dites faire de l'alternative, c'est de l'alternative pour vous, expérimentateurs. Pour lui, c'est complètement continu. Alors, c'est pas vrai. Vous avez quelques systèmes, comme les verres de spin, par exemple, ou peut-être les trucs dont Elsa va vous parler tout à l'heure. Mais c'est rarissime. C'est des systèmes solides, solides, qui ont des temps de relaxation de l'ordre de la minute, voire de l'heure, voire de la journée. Ça, c'est extrêmement rare. Et c'est pour ça que c'est assez extraordinaire à regarder. Que vous mettez un verre de spin, vous le regardez vieillir, puis il va vieillir, il va vieillir, il va vieillir, parce que vous avez des systèmes qui ont tous les temps de relaxation, sur une large bande. Mais c'est rarissime, ça. En général, au bout de quelques millisecondes, c'est fini, quoi. Voilà. Alors, on va faire justement, on parlait de temps de relaxation, on va continuer avec ça. On va utiliser ce qu'on appelle l'approximation du temps de relaxation. Monsieur, radiofréquence, c'est des grandes fréquences, c'est des grandes longueurs d'onde, je veux dire. C'est des grandes longueurs d'onde, oui. Du coup, le temps, il est grand. Le temps est petit, c'est dans grande longueur d'onde. La fréquence est petite. Oui. Non, la fréquence est haute. Non, le temps est petit, la fréquence est haute. Oui. Le temps est petit, fréquence haute. Et si la fréquence est haute, c'est sur des grandes longueurs d'onde, effectivement. Dans de petites longueurs d'onde. C'est pour ça qu'on vous disait, quand vous étiez petit, quand vous êtes rentré dans votre école d'ingénieur, on vous disait qu'à basse fréquence, les longueurs étaient grandes, ce qui fait que vous pouviez considérer que le courant était le même dans tous les points du circuit. Parce que comme votre longueur d'onde est très très grande, elle est beaucoup plus grande que votre circuit, donc à tous les points du circuit, quand vous avez une longueur d'onde qui est très grande, à tous les points du circuit, vous pouvez considérer que vous avez le même courant. Par contre, quand vous êtes sur des longueurs d'onde très courtes, là, c'est plus vrai, parce que votre courant, il oscille dans votre circuit. Donc, on va faire l'approximation du temps de relaxation. Donc, vous allez voir ce que ça veut dire, et c'est un peu relié à ce qu'on vient de dire. Donc, voilà. Alors, évidemment, l'hypothèse, qui n'est pas une hypothèse, qui est une réalité, c'est que la distribution F
elle est différente de F0. D'accord, ça c'est évident. Je mets un truc hors équilibre, c'est différent de F0, sinon j'ai pas de courant. D'accord, ça c'est clair. Mais là où c'est un point important, c'est que l'effet des collisions est de ramener F vers F0 en un temps tau. Ça s'appelle le temps de collision. Alors ça, c'est une hypothèse assez forte quand même, parce que ce que vous dites, c'est que j'ai par exemple... C'est exactement l'expérience dont je vous parlais tout à l'heure avec l'expérience des deux températures différentes, tensions différentes que vous envoyez qui s'équilibrent au milieu. Ça veut dire que vous avez des collisions binaires dans votre système, et ces collisions binaires vous font tendre le système vers F0. Mais ça, c'est pas évident. Il pourrait tendre vers n'importe quoi, le système. D'accord ? Et il tend bien vers la solution d'équilibre. D'accord ? Vous pourriez très bien tendre vers une distribution qui n'a rien à voir. À la fin, vous vous retrouvez bien dans la situation d'équilibre. Donc, on redistribue bien les énergies, on redistribue tout comme tout bien, et on retrouve vers F0. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire un développement limité. Vous savez que les développements limités sont ça, et que ça va bien se passer. Okay. Autrement dit, ça veut dire que quand vous avez une série qui va bien mathématiquement parlant, ça veut dire que vous avez le premier terme et la suite de la série est gentille. Si vous n'avez pas le deuxième terme qui va se mettre à merder, le troisième terme, etc. Le premier terme suffit, il ramène bien l'équilibre. Le premier terme ne suffit pas toujours, on va voir pourquoi. Donc, ce qu'on va écrire pour l'équation de Boltzmann, on écrit simplement que df sur dt. Alors là, maintenant, il faut faire super gaffe entre les df0 et les df. Il ne faut vraiment pas s'en mêler les pinceaux parce qu'il va y avoir df1, df0 et df. Donc il faut faire attention. Donc si je me plante, vous me le dites parce que ça m'arrive. Plus v gradient r de f plus f gradient p de f. Et je dis maintenant que les collisions, elles me ramènent f vers f0. Donc j'écris que c'est simplement moins f moins f0 de tout. D'accord ? Ça veut dire df sur dt dû aux collisions. C'est simplement l'effet de me ramener, quasiment par définition, df sur dt de collision, c'est f moins f0 sur tout. À condition que f ne soit pas très loin de f0, évidemment. On est dans un régime de réponse linéaire. Si je commence à irradier avec des centaines de volts, ça sera sûrement plus vrai. Ouais. Monsieur, vous avez dit que dans un cours que le transport c'était la réponse qu'on avait quand on maintenait la perturbation. Ouais. Et vous, quand il n'y a plus de. Quand f est égal à f0, il n'y a plus de transport. Tout à fait. Donc la résistance elle est très grande. Alors, quand f est égal à f0, ce qui va se passer, c'est que ici vous avez f égale 0, ça devient égal à 0, et f0 est une solution de cette équation, sans second membre. C'est-à-dire que si vous remplacez f0 là-dedans, vous avez bien une solution. F0 est bien une solution de cette équation. D'accord ? Et ça, vous avez 0, et là, vous avez une solution. F0 une solution de ça. D'accord ? C'est une solution particulière. df0 sur dt, c'est 0, vous êtes d'accord avec moi ? Et si vous regardez le gradient r de f et le gradient p de f, ça va faire 0 aussi. Mais au niveau des grandeurs, comme la viscosité. Ah, on va le calculer tout à l'heure. Tout ça, ça dépend aussi du gradient f, et vous verrez effectivement, quand vous êtes à f0, ça tend bien vers 0. Ces grandeurs, elles sont définies quand on est à f0 enfin, quand... Elles sont définies quand vous êtes à f, donc vous pouvez faire tendre f vers f0. En fait, le truc, c'est que f est défini... ce que vous définissez, c'est que vous avez f qui est égal à f0 plus f1, et f1, c'est une perturbation sur f0. Oui. D'accord ? Et en fait, vous pouvez calculer f1, et en fait, à ce moment-là, vous avez f0 moins f1 qui est donné par f0, et vous pouvez, à ce moment-là, faire regarder ce qui se passe pour f1 quand f est égal à f0. À ce moment-là, vous trouvez que f égale f0 à ce moment-là. C'est toute l'astuce de la réponse linéaire. Bon, donc on est content. Donc ça, je vous ai dit que c'était le terme.
df sur dt collision. Donc on est content. Donc mais finalement on a une solution, alors je peux l'écrire hein, comme ça. J'écris que f, voilà c'est exactement ce que vous venez de dire. Hein. F, j'écris que c'est f0 moins taux. Alors là je vais rajouter un truc, ce qu'on n'a pas dit, hein, mais taux il peut dépendre de l'énergie. Hein. Bon. D'ailleurs vous savez qu'il le fait dans le... Ah non, vous n'avez pas fait le cours de liquide de Fermi. Donc, vous verrez dans le cours de liquide de Fermi que le temps de relaxation dépend de l'énergie. df sur dt plus v gradient r de f plus f gradient p de f. Voilà, donc là j'ai défini ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que f0 va effectivement annuler l'intégrale de collision. Autrement dit, F0 est effectivement annuler ce bazar. D'accord? Et vous trouvez F égale F0. D'accord? Ce qui est heureux. Ouais. Le epsilon, c'est l'énergie du système, c'est pas l'énergie d'un... Vous me répétez? Vous avez dit que le temps de collision dépendait de l'énergie. Ouais. C'est l'énergie du système. Non, c'est l'énergie de la particule qui C'est va. l'énergie de la particule. Ouais. Par exemple, vous verrez dans l'étude de Fermi que le temps de réaction est en epsilon carré pour une quasi-particule. Plus elle est haute, plus elle reste vivante. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est exactement ce qu'on vient de calculer. Pour f égale f0, vous annulez ce terme-là, et il vous reste f égale f0, donc c'est ce qu'on attend. Ouais. Pour que ça aille dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous imaginez que f est égal à f0, la dérivée doit être négative. C'est tout bête. Hein. Alors, bon. Maintenant, là, si je mets une force extérieure, F0, c'est plus la bonne solution. D'accord? Donc maintenant, quand je mets une force extérieure, il va falloir que je recalcule ce bazar. Donc avec une force extérieure, je vais remettre ça, tout ça ensemble, et on va voir ce que ça donne. Donc, ce qu'on va poser, qui peut être plus simple aussi, alors je vais vous l'expliquer, on va faire une perturbation, on va faire juste là un petit truc de notation qui va apparaître plus clairement. On va noter moins F0 sur taux. On va dire que c'est simplement moins F1 sur taux. D'accord? Ce qui fait apparaître que F est égal à F0 plus F1. Donc ça, c'est juste une notation qui est simplement plus explicite pour vous. C'est-à-dire, vous voyez que ça apparaît que F c'est égal à F0 plus une perturbation. D'accord? Souvent, on a ça. Et évidemment, vous avez, comme toujours dans les perturbations, vous avez F0 qui est très petit devant F1. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans un état donné, F1 ne modifie pas la population de façon macroscopique par rapport à F0. C'est pas l'inverse l'inégalité? Oui, c'est l'inverse l'inégalité, effectivement. Vous avez tout à fait raison, c'est l'inverse, surtout que je viens de dire l'inverse, donc c'est mieux quand même. Je vais être cohérent avec ce que je raconte. Voilà. Donc, on va calculer les coefficients de transport. De transport à l'ordre le plus bas. Le plus bas en F1. Donc,
c'est de la réponse linéaire. Comme vous le savez. Alors oui, alors ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'était pas complètement évident. C'est-à-dire que je vous ai dit vite fait que quand vous avez une force, F0 ne satisfait plus cette intégrale-là. C'est simplement pour vous dire qu'une distribution à l'équilibre, si vous ajoutez une force, ce qui va se passer, c'est que vous allez donner de l'énergie à vos électrons, aux particules, et donc vous n'êtes plus dans la distribution d'équilibre. Donc c'est pour ça que F0 n'est plus une solution de l'équation de Boltzmann quand vous mettez une force. D'accord ? Donc je suis passé un peu vite là-dessus. Et c'est pour ça que F0 n'est pas une solution de Boltzmann à l'équilibre quand vous mettez une force. Par contre, évidemment, quand vous n'avez pas de force, c'est bien une solution de l'équation. Alors, nous allons nous lancer dans le calcul. On va commencer par faire un truc simple. Évidemment, on va commencer par calculer le cas le plus trivial. Alors par contre, ce qui est bien, c'est de garder la méthode. Taux, epsilon, etc. On avait marqué des df sur dt. Ah ouais, c'est une erreur là. Oui, mais ça, c'est une erreur. Ici. Non, mais ça, c'est une erreur. Enfin, j'ai oublié les F0 partout, là, vous voyez. C'est exactement ce que je vous disais au début. Il faut me reprendre quand je fais des bêtises comme ça, parce que ça, c'est une très grosse bêtise. C'est une très grosse bêtise, parce que c'est le cœur du problème, ça, justement. Donc, si je ne les marque pas, cette méthode servira à calculer tous les coefficients de transport. Donc là, on va calculer le plus simple pour l'instant. Donc, on va calculer... la conductivité électrique. Oui. Je suis un peu perdu. Dans l'équation de Boltzmann, il y a déjà une force quand c'est extérieur. Non, mais on la met éventuellement. On la met pour avoir la totalité de l'équation. Ok. Mais on peut la mettre à 0 éventuellement. Ok, à 0. Du coup, quand f égale 0, c'est f0 qui est solution de cette équation. Oui. Mais si on rajoute le f, si f est différent de 0, là on... En fait, si vous avez un terme qui vous change la distribution en énergie de votre système, F0 n'est plus une solution de Boltzmann. Ok. Boltzmann, c'est vraiment une solution d'équilibre. D'accord. Alors, par exemple, on pourra se poser la question dans 10 minutes du champ magnétique. Le champ magnétique, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça fait sur la fonction d'équilibre? Vous verrez que c'est assez subtil parce que le champ magnétique, lui, ne donne pas d'énergie. Donc à l'ordre 0, le champ magnétique ne perturbe pas la fonction d'équilibre. On verra qu'il faut aller chercher des termes supérieurs pour avoir l'effet du champ magnétique. Alors, donc on va prendre, alors, évidemment, il faut faire attention parce qu'on va prendre un gaz de particules chargées. Mais, on va prendre, alors, on va prendre un système où on va considérer qu'on n'est pas dans un métal, c'est-à-dire on n'est pas dans un système dégénéré avec des fonctions dégénérées de Fermi-Dirac, etc. On va prendre un truc qui est la distribution de Boltzmann toute bête. D'accord ? On ne va pas rentrer des fonctions de Fermi compliquées. Ça, on le fera plus tard. Ok ? Alors ça peut être, je sais pas, des bulles chargées qui se promènent dans des boules de polystyrène chargées, enfin ce que vous voulez. Donc la densité de courant électrique, donc c'est toujours le cas, une densité de courant, ça s'écrit toujours comme ça. Donc elle s'exprime J égale N QVX. NQV, pardon. Alors, ouais, c'est des particules qui vont toutes dans le même sens. Non. Attendez. On regarde la direction X, pardon. Donc, lui, ce qui intéresse, c'est le courant selon X.
Alors, on va dire que ça, c'est égal à quoi? Alors, c'est égal à Q. Il va y avoir un N qui traîne. Alors, je crois qu'il y a un V sur 2 pi cubes qui va traîner aussi pour normaliser ce bazar. Bon, ce qui nous intéresse, vous avez ici une intégrale de f v dp. D'accord? C'est ça qui nous intéresse. Alors, si je décompose ça, j'ai deux termes. J'ai q n v sur 2 pi cubes. Puis j'ai l'intégrale de f0 vdp plus une intégrale de f1 vdp. Alors, ce qu'on voit tout de suite, et ça c'est intéressant, c'est que ce premier terme-là, c'est la moyenne de V à l'équilibre, d'accord? Puisque c'est une moyenne sur F0. Et la moyenne de V à l'équilibre, c'est 0. D'accord? À l'équilibre. Le V qu'on a avant l'intégrale, c'est la composante Vx ou c'est aussi le vecteur V? Donc c'est le vecteur V. D'accord? Quand on parlait de direction à prendre, direction X, c'est quand on regarde les électrons qui vont dans X ou qui sont sur l'axe X. Non, c'est qu'en fait, on calcule V, puis après on regardera la composante en X, si vous voulez. Et bon, ça, c'est pas le plus important. Ce qui est important de voir, c'est que vous avez ici un terme qui est nul, parce que le V est isotrope, et quand vous avez la distribution d'équilibre ici, par définition, vous n'avez pas de courant à l'équilibre. Et le premier terme, il correspond au courant à l'équilibre, parce que vous avez F0 qui est la distribution d'équilibre ici. Donc tout est donné par le F1, qui est la perturbation sur F. D'accord? Donc, il nous reste, le seul terme qui nous reste, c'est J est égal à V sur 2 pi au cube fois Qn intégrale de F1 V dp. Voilà. Alors maintenant, ben, on a F1. Et maintenant, on sait ce que vaut F1. Parce qu'on vient de le calculer le coup d'avant. Donc, il suffit de remplacer. Je sais ce que vaut F1 parce que je sais que je peux calculer F1 avec F0. Alors, c'est ça l'astuce. C'est que dans le problème de la réponse linéaire, je calcule F1 comme une perturbation sur F0. Donc, si j'ai F0, j'ai gagné. Et F0, a priori, je le connais parce que c'est la solution d'équilibre. Donc, il suffit que je regarde. Si j'ai F0, je perturbe un peu F0 et ça, j'ai F1. Ça, c'est le truc qui marche bien. Parce que je sais que F1, je l'ai calculé tout à l'heure. Alors, est-ce que j'ai un moins ou un plus? Alors, je sais plus. Vous me direz si j'ai un moins ou un plus. Là. Taux de V. Alors, taux de epsilon, je mets taux de V, c'est pareil. Parce que V carré, c'est l'énergie. Et puis, j'ai ici un df0 sur dt. Plus V gradient R de F0 plus F gradient P de F0. D'accord? Et du coup, vous voyez que tout s'exprime maintenant en fonction de F0. Il y a un plus ou pas? C'est un plus ou un moins? C'est un plus? C'est un moins. C'est un moins, c'est bon. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'ai plus que F0 là. Par contre, quand on l'a écrit tout à l'heure, on n'avait pas marqué les F0. Enfin, quand on avait écrit F0. Vraiment une grosse bêtise.
Parce que c'est le cœur du problème, parce que vous voyez, l'intérêt, c'est qu'ici, on n'a plus que des F0. C'est ça le truc. Toute l'astuce est là. Du coup, je comprends plus. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement regarder ce que valent tous ces termes-là. Et monsieur, du coup, la science relative à x, dans l'intégrale, c'est des PX C'est des Vx. c'est plus les Vx. Attendez, je vais me poser une colle. Là. C'est des V. Alors attendez, le V moyen, on va obtenir. Donc c'est un V scalaire dp. Alors attendez. C'est qu'on va la garder uniquement au plus bas ordre. D'accord? C'est-à-dire qu'on va garder uniquement les termes d'ordre 0. Donc c'est là qu'intervient le truc important. C'est qu'ici on va garder le d de f0 sur dt. Ok. Plus v gradient r de f 0 plus f gradient p de f0. Donc on garde que ces termes-là. Alors, pourquoi Alors, vous avez un certain nombre de choses là-dedans. Vous avez F0. Donc, je vous rappelle ce que c'est que F0. Hein. F0, c'est simplement... Non, parce que P2, ça fait... P au carré, ça me fait un demi de... P2 sur 2m, ça me fait... C'est P2 sur 2m, c'est ça? Oui. L'énergie, c'est P2 sur 2m. Ouais. Donc, il manque quand même quelque part. C'est ça que... Là, Ouais, voilà, c'est ça. on passe de là à là. Ouais. En fait, ce qu'on fait, c'est que là, c'est-à-dire qu'on part de l'ordre 0 de F1, si vous voulez, Ouais. et ensuite, général, si vous voulez. Oui. On part de l'équation à l'ordre 0. Oui. Force, il est nul aussi. Ce qui est heureux. D'accord, si on met pas de force, ce terme-là aussi est nul. Donc, les trois termes sont nuls. Ouais, une force du type champ électrique. Parce que si ça Champ avait électrique, champ c'est ce qu'on met. magnétique, ça aurait été- Et si on met champ magnétique, ce terme-là, il est nul aussi. Mais l'ordre suivant n'est pas nul. Oui. D'accord. Parce que ce qu'on aurait pu vérifier aussi, mais ça c'est trivial, c'est que l'ordre suivant pour ces deux-là est nul aussi. Hein. Ok. Mais ça c'est évident. Du coup, par exemple, on se place dans le cas où en fait on a par exemple une différence de potentiel chimique. La force elle sera pas nulle et du coup ça va venir compliquer notre La force de quoi du... parce que du coup Un gradient de potentiel chimique. Bah ouais, c'est vrai, faut le prendre en compte. Bon, on le verra d'ailleurs ça après. Ouais. Oui, tout à fait. Tous les gradients, il faut les prendre en compte. Et alors, il y a des gradients qui sont faciles, puis il y a des gradients qui sont plus difficiles à prendre en compte. Et vous avez tout à fait raison. Je vais essayer de pêcher Elsa, parce que j'ai pas envie que ce soit perdu dans ces bâtiments. C'est simplement exponentielle de moins bêta P2 sur 2m. D'accord. Donc, à l'équilibre, vous avez d de f0 sur dt qui est égal à 0. D'accord.
vous avez que F0 ne dépend pas de R. Et vous avez que ça ne dépend pas de T. Alors pourquoi ça ne dépend pas de R? Parce qu'en fait, ça ne dépend pas de T. Donc on n'a pas d'électron chaud là-dedans. Donc, si on résume ça, donc ça vous donne simplement que gradient R de F0 est égal à 0. Et la troisième hypothèse qu'on va faire, apprendre que taux de E ne dépend pas de E. C'est quoi un électron chaud? Un électron chaud, c'est un électron qui est très au-dessus de la surface de Fermi. Et qui est électron chaud, ça veut dire qu'il ne va pas relaxer. Il relaxe en fait en émettant des phonons optiques. À ce moment-là, il n'est pas à l'équilibre par rapport aux autres phonons. Ça arrive dans les semi-conducteurs, en particulier dans les MOSFET, des choses comme ça. Alors, on va commenter un peu ces trois trucs. Premièrement, il est à l'équilibre. df0 de dt est égal à 0. C'est-à-dire que votre système, il est stationnaire. D'accord ? C'est-à-dire que vous n'avez pas des moments où il passe hors équilibre, puis il passe hors équilibre, puis revient à l'équilibre, puis repasse hors équilibre, puis revient à l'équilibre, d'accord ? Le truc, il est dans un régime où vous envoyez de la puissance avec la tension, ça met hors équilibre, ça revient à l'équilibre, et ce process-là, c'est équilibré, donc finalement, les électrons, la distribution est toujours la même dans le temps. Vous n'avez pas de variation de la distribution. Vous avez ici que vous avez éventuellement une distribution qui s'est établie au cours du temps. Par exemple, vous avez ici une distribution comme ça. Si vous faites en fonction de E, vous regardez la distribution. D'accord ? Elle a une certaine largeur qui est due à T. Mais cette largeur KT est la même dans tous les échantillons. D'accord ? Vous n'avez pas une température différente dans tous les échantillons. Et enfin, taux de epsilon ne dépend pas de epsilon. Ça veut dire que ça, pour que ça soit vrai, il faut que vous regardiez des électrons qui sont assez proches de la surface de Fermi, ou du moins dans une bande d'énergie qui ne soit pas trop grande par rapport à la surface de Fermi. Parce que vous savez que vous ne savez pas encore, mais vous allez savoir qu'autour de la surface de Fermi, le temps de relaxation dépend d'énergie. Il dépend assez fortement parce qu'il est quadratique d'ailleurs pour son énergie. Là, on considère qu'on a des électrons qui restent proches de la surface de Fermi, donc on a un taux qui est indépendant de l'énergie. Ok ? Ça dépend de l'énergie quand c'est proche. C'est en E carré. Pardon ? C'est en E carré. Ouais, mais les électrons, ils dépendent de l'énergie s'ils sont proches de la surface de Fermi ou non? Mais en fait, non, quand ils sont proches, quand ils sont au fond, ils sont assez proches, c'est assez constant. C'est un fond de cuvette en E carré, tout simplement. D'ailleurs, c'est ça qui vous permet d'avoir des quasi-particules, c'est que vous avez tout un régime où la finesse du niveau est plus... permet, si vous voulez, toute l'astuce du liquide de Fermi, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez, si vous tracez en fonction de E, vous tracez d'abord les énergies. Bon, l'énergie, c'est un carré, hein. C'est une droite, hein, ça je vous apprends rien. Par contre, si je trace delta E, c'est quadratique. Et vous avez tout un régime ici, où si je trace les niveaux d'énergie, la largeur du niveau reste plus petite que la distance entre niveaux. Parce que la distance au niveau, elle croît comme E, et l'épaisseur du niveau, elle croît comme delta E. Donc, ça veut dire que près du niveau de Fermi, vous avez encore des états électroniques qui sont bien définis. Après, ils se marchent dessus. Passer cette fiche-là, ils vont se marcher dessus, c'est que vous avez un continuum ici.
Et pour le niveau de Fermi, vous avez encore des états bien définis, ce qui vous permet de définir bien vos quasi-particules. Et c'est pour ça que ça marche. Donc taux de epsilon ne dépend pas de epsilon. Bon, ben, on va continuer notre petite histoire. Donc, alors, il nous reste quoi dans la bataille? Ben, il nous reste que J de Q est égal à moins Q. Je ne dois pas aimer les préfacteurs parce que sur mes notes, ils ont disparu, les préfacteurs. Ici, je me retrouve avec l'intégrale de taux de E gradient P de F0 dP, VDP. Et mon V sur 2 pi cube a disparu. Là, le grand E, là, c'est. Hein? C'est F, non? C'est pas grand E après le Non, non, QE, c'est la force. Ah, pardon, ok. Et du coup, c'est un produit scalaire avec gradient P. Hein? C'est un produit Ouais, scalaire. ouais, ouais. E, Ouais, ça c'est la F, c'est la force. Ah oui, d'accord. D'accord? Ouais. C'est pour ça qu'il y a deux Q, ça fait un Q carré. C'est pour ça que quand vous avez N de 2 taux sur M, la conductivité, Ça s'appelle la QE, la force, c'est pas tout. c'est QE. Ah oui, c'est QE, excusez-moi. Oui, non, mais. Oui, il manque un Q. Il y a un Q. Ça, c'est la force. C'est pour ça que ça vous fait 2 Q et dans la conductivité, ça fait N2 taux sur M. Bon, ben voilà, on a presque fini. Alors, E, on va le mettre, on va prendre un champ E qui est dans le sens E, on va prendre comme ça. D'accord, donc ça va nous permettre de se retrouver sur X. Tous les autres composantes vont être nuls, du coup. On va prendre F0. On va dire que c'est égal à l'exponentielle de moins bêta P2 sur 2M. Ok. Ça va bien. Et D de F0 sur dpx c'est égal à moins 1 sur kt fois px sur m fois exponentielle de moins bêta P2 sur 2m. Ça, c'est juste une dérivée d'une exponentielle. Bien, bien, bien. Ben là, on a presque fini. On reporte ça dans le calcul de J. Et vous trouvez que J... Vous avez l'air vu ou vous êtes malade? Ça a l'air vu ou vous êtes malade? Allergie. Ah, ça c'est terrible. J, donc on est à J, et puis j'avais ici un Q au carré. J'avais un taux, et puis j'ai ici une intégrale. Donc je reprends ici le moins 1, donc ça vient du gradient P, donc j'ai ici un E. Bon, il me reste un EX, il me reste un moins 1 sur KT, moins 1 sur KT, puis j'ai un PX sur M, exponentielle de moins bêta P sur 2M. Ok, c'est mon gradient P de F0. C'est E, pardon, ici. Puis il me reste un V dP. Monsieur, il vous manque un carré dans l'exponentielle. Un P. Un carré, là.
Bon, je vais sortir un peu tout ce que je peux de cette exponentielle. Ça me fait un Q2. Alors ça me fait un plus, ça me fait Q2 taux sur KT. Il me reste un Px sur 2m, Px je vais le laisser pour l'intégrale. Il me reste KT là, il me reste, je vais 1 sur M ici. Puis il me reste une intégrale de EX, VX. Alors VX, non, parce que PX sur M, ça me fait un VX carré. Ça me fait un VX carré. Et puis ici, il me reste l'exponentielle de moins bêta P carré sur 2M dP. Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que ça vous a l'air juste? Hein? Si, je pourrais le sortir l'intégrale. C'est juste pour montrer d'où il vient, que le X vient de là. Ouais. Il n'y a pas un M en trop du coup à l'intégrale? Ça fait, je m'en suis servi pour faire le PX sur M, donc vous avez raison, il est plus là. Alors, si on continue un peu, donc il faut voir juste que ça, donc ce terme-là, en fait c'est bête, j'aurais pas dû le sortir, vous allez voir pourquoi. Parce que ce terme-là, vous avez ici un truc qui est simplement le théorème d'équipartition d'énergie. D'accord, qui va vous donner, qui vous dit que ça c'est égal à KT. D'accord, vous vous souvenez de ce théorème d'équipartition d'énergie? Donc ce théorème, il vous dit d'avant, donc il nous reste Q2 taux sur KT. Il nous reste un EX. Ça. Il manque un N quelque part. On est passé de V carré à P carré, du coup. Non, mais ça, c'est bon. Non, mais justement, là, j'ai un Vx carré. Donc, Vx carré, c'est Px carré fois sur M carré. D'accord, on va l'écrire comme ça. Donc, c'est Px carré sur M carré. D'accord. On a écrit F0, dF0 sur dP0. Et là, on a Q carré taux. Normalement, il y a M. Où ça? À un moment, on a perdu le N quand on normalise. Okay. J égale moins Q machin truc bidule. Et c'est 0, ça c'est juste. Et c'est là qu'on a perdu la normalisation à un moment. Parce que ça, c'est pas normalisé comme équation. Et là, je pense que ici, qu'il y a un N, il y a un volume, etc. Parce que quand on intègre sur l'ensemble, quand on intègre sur dP, normalement, il y a dP, c'est dimensionnellement, c'est un volume. Parce que dP, c'est 4 pi K2 dK. Donc, dimensionnellement, c'est une longueur au cube. Non, c'est 1 sur une longueur au cube. Donc, il doit y avoir un N qui doit traîner ici pour que ce soit homogène. C'est là qu'il y a une longueur, c'est là qu'il y a un N qui nous manque, parce qu'il faut un truc dans 1 sur 1 mètre. Il faut avoir 1 sur 1 mètre cube pour récupérer nos petits. Donc c'est là qu'on a merdé, parce que là, on aurait dû normaliser ça avec 1 sur N quand vous cherchez à calculer ce truc-là. C'est fou s'il y a pas, si on normalise pas le dP. Et là, il n'est pas normalisé, le dP. Donc là, je mets attention, normalisation. Avec N. Et là, c'est elle qui est importante parce que ça, en fait, c'est très général. Après, il suffira de remplacer le F1 par ce qu'on voudra. D'accord? Et on verra que c'est là qu'on peut calculer tout un tas de choses parce qu'il suffit. Alors, si vous ne transportez pas de la charge, vous le remplacez par autre chose. Et puis, toute l'astuce, c'est ce F1 là. C'est gradient P. Le gradient P, il peut être plus ou moins compliqué, lui. Mais je veux dire, on a pris F1, gradient P de 0.
Ah oui, mais vous n'aurez pas forcément. La forme peut changer, hein. Peut avoir un gradient R de quelque chose, peut y avoir d'autres choses. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir ce J qui est égal à ce qu'on transporte, c'est-à-dire le Q, et puis ici, le terme df0 machin, enfin, le terme F1, si je vais vous calculer. D'accord. Et le F1, vous allez le calculer comme une perturbation sur F0. On verra que le terme F1, en fait, c'est celui qui complique un peu les choses. Enfin, le terme F0, le terme gradient de P, c'est celui qui complique un peu les choses. Ouais. D'accord, on a du coup fait le calcul sur une dimension, on pourrait le faire sur les trois sans qu'il y ait De quoi aller? on pourrait faire le même calcul sur les trois dimensions. Ouais. Plus qu'on l'a fait là. Normalement, sur les deux autres dimensions, vous devriez trouver 0. Votre champ étant nul, Le champ est différent. on pourrait le vérifier. Normalement, vous trouvez 0 sur les deux autres directions. Mais le coup du N, j'aimerais bien retrouver où c'est qu'il me manque. C'est quand on normalise qu'on a perdu, hein, mais je sais pas où. Bah, il y a aussi le V sur 2 pi cube, du coup, qui s'en va. Non, mais le V sur 2... Oui, le V sur 2 pi cube. En fait, il y a le V sur 2 pi cube et le N, c'est deux facteurs de normalisation qui disparaissent quelque part. Et c'est les facteurs qui arrivent quand on calcule des moyennes, ça. D'accord. Donc ils sont quelque part et je sais plus où sont. Je sais que c'est quand on passe de là, bon ça c'est juste, et c'est là quand on calcule la moyenne que ça apparaît quelque part et que ça disparaît. Ces trucs-là. Je pense. Par contre, j'avais juste une question sur quand on est passé de l'expression de F1 avec l'intégrale, les dérivés selon F avec les dérivés selon F0. En fait, on a supposé que F1 était solution de l'équation de Boltzmann. Non, on ne suppose pas qu'à F1 il y a l'équation de Boltzmann. Ce qu'on fait, c'est que quand on passe de F0 à F1, à quel moment je veux dire là, On passe de F à F. on développe comme ça. D'accord. On développe F1 par rapport à F0. C'est-à-dire ça, c'est l'équation. On jette le premier terme, on jette le deuxième terme, et finalement on garde que le terme de plus bas ordre, qui est non nul. Le terme de plus bas ordre qui est non nul, c'est celui-là, c'est le gradient R de F0. S'il avait été nul, on en serait allé à l'ordre suivant. Et je trouve que le premier ordre non nul, c'est celui-là. Et si vous remarquez bien pourquoi le premier ordre non nul, c'est celui-là, c'est parce qu'on a mis une force. Que l'intégrale de F0 P carré X dP est égale à KT. D'accord, vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est égal à KT. Ça, c'est simplement le théorème d'équipartition de l'énergie. Un deuxième. Parce que c'est un demi de la moyenne de la vitesse au carré. Il y a un 3 aussi. Il y a un 3,5 qui traîne, mais alors c'est pas forcément vrai, il faut faire attention parce que vous êtes dans une seule direction. Ah oui, donc vous avez 3 modes, donc ça fait un 3 qui traîne. Donc fois sur M, c'est ça que vous me dites? Non, fois M. Fois M, pardon. Ouais. C'est même en demi de. Oui, vous avez trois directions. Hein. C'est pas P de X? Si c'est P de X, donc vous avez 3 directions, vous avez 3 composants de PX, PY, PZ. Ouais, mais du coup, comme là on fait l'intégrale que sur une seule, c'est pas un demi par direction? Non, c'est 3,5 par direction. Non, c'est PX, non, c'est la somme des PX carré plus PY carré plus PZ carré qui vaut 3,5 de KT. Donc ça fait un demi. Donc vous auriez un demi par direction. Vous pouvez mettre le demi là? Bah, il est là du coup, non? Ben non, parce que tu as un demi d'un côté, un demi dans l'autre. Ouais. Bon, alors si on reprend ça dans l'affaire. Monsieur, juste moi j'ai pas compris, puisque tout à l'heure vous avez dit que quand on a décomposé F sur F1 et F0, la vitesse moyenne à l'équilibre, la vitesse moyenne est nulle, donc on regarde que l'intégrale sur F1. Ouais. Mais là, du coup, vous avez pris F0 égale exponentielle moins bêta P carré sur Z. Ouais. Mais c'est pas F1 ça plutôt?
Ah non, ce que je dis, si, enfin, ce que je dis simplement, c'est que le F1, on l'obtient à partir du F0, et que dans ce cas-là, le seul terme qu'on garde sur F0, c'est le terme en gradient de K. Donc F1, dans ce cas-là, c'est égal au gradient P de F0. D'accord? F1 c'est gradient P. Voilà, c'est celui-là. Dans ce cas-là, c'est celui-là. Donc il nous reste, alors j'ai plus mon... Et il nous reste, donc pour... Et il me reste un M, et il me reste un KT. J'ai paumé un N quelque part. C'est bon, parce que j'ai mon KT, tout ça c'est bon. Que si maintenant, je simplifie tout ça, peut-être que le facteur déconne, hein, mais globalement, ce que je trouve, c'est que J égale ça. Ça me donne bien Q2 taux. Et je le M quand même qui doit traîner quelque part par là. D'accord? Donc ça me fait ça. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il doit être sur M, mon truc, non? C'est parce que vous avez écrit Vx carré, et là, quand vous avez fait le théorème d'équipartition, vous avez écrit Vx carré. Alors que nous, dans celle d'avant, on avait Vx carré. Donc du coup, vous avez un M qui doit traîner quelque part là. En fait, les M ils simplifient par la suite. Ça nous fait bien un QQ carré taux sur M. D'accord? Ça, c'est ce qu'on veut. Le seul truc qui manque, c'est le N. Je ne sais pas d'où il est parti, ce N. Non, c'est pas sur le 2 qui m'embête, c'est le N dont on discutait tout à l'heure qui s'est barré, je sais pas où. J'ai un problème de N ici. Vous regarderez où c'est que j'ai perdu mon N au passage. Ah oui, c'est... Quand on a normalisé à un moment. on a réécrit J à un moment donné. N, je mets le facteur de normalisation. Voilà. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour nos exploits calculatoires d'aujourd'hui. Donc voilà. Surtout c'est J, c'est pas J. Oui. Moi c'est JX. Bah remarquez, il est dans la direction X. Hein, mais bon. Ta-ta-ta. EX. Et voilà, nous avons fait l'exploit d'avoir calculé ça. Bon, les préfacteurs, tout ça, c'est pas très important. Ce qui compte simplement, c'est que vous avez vu comment on a... Alors, cette façon de calculer...